Bonjour. Alors, voici la première vidéo d'une série de 5 où je vais vous présenter des généralités sur les besoins de l'enfant. Voilà, c'est des généralités qui me semblent importantes avant d'attaquer tout ce qui a à voir avec le parloir à l'accueil euh, voilà, pour que les choses aient plus de sens et puis que ça me permet de mieux structurer mon intervention. Donc, sur les besoins de l'enfant, qu'est-ce que je vais vous raconter? Alors, premièrement, il est bon de dire que si l'enfant est une personne, l'enfant n'est pas une grande personne, même si ça vous semble évident, que l'enfant a des besoins aussi, et par rapport à des adultes, il va avoir besoin, lui, par contre, des adultes pour pouvoir satisfaire ses besoins. Et plus il va être jeune, plus ça va être compliqué pour lui d'avoir un délai dans la satisfaction de ses besoins. Je vais vous parler spécifiquement ici de 4 besoins particuliers qui ont un intérêt quand même par rapport au parloir et à l'accueil des familles et qui doivent être pris en considération, à mon avis, sur l'accueil des familles. Alors, première chose, je vous ferai un petit topo sur les besoins physiologiques, puisque ça peut sembler une évidence de répondre aux besoins physiologiques, mais ce n'est pas toujours le cas et ça a un impact sur l'enfant. Je ferai ensuite un petit topo sur le besoin de structure, puis sur le besoin de reconnaissance, le besoin de stimulation sensorielle et intellectuelle et les besoins développementaux. Alors, justement, sur les besoins développementaux, je ne vais pas développer parce que là, vraiment, c'est vraiment en fonction du stade de développement de l'enfant qui va avoir des besoins différents et ça rentre dans des détails et dans des spécifications qui ne sont pas forcément nécessaires par rapport au parloir et par rapport à l'accueil des familles. Faut quand même dire aussi que le fait est que les besoins sont différents sur un jeune qui a 15 ans et un enfant qui a 10 ans et un autre qui en a 3. Et on peut sans doute penser que dans certaines situations, le fait que l'enfant ne vienne plus au parloir à partir d'un certain âge correspond à la nécessité aussi de satisfaire des besoins développementaux, notamment à l'adolescence, d'être en relation avec des pairs, avec des copains, voilà, de faire des activités avec des gens du même âge et de se détacher en fait petit à petit de ses parents, sachant que le parent détenu n'est pas forcément très très fan de ce détachement, mais qu'en fait c'est un détachement tout à fait normal par rapport au stade de développement. Alors, si je commence avec les besoins physiologiques, là j'en ai cité 6, il y en a d'autres, mais qui ne me semblaient pas forcément intéressants par rapport à l'enfant. Donc, le premier besoin, c'est respirer. Bon, là, a priori, il n'y a pas de difficulté particulière, même en ces temps de masque. Boire et manger. Ça aussi, c'est des besoins physiologiques fondamentaux. Et plus l'enfant est jeune, plus il va avoir des difficultés à attendre pour boire et pour manger. Et le parloir est un problème par rapport à ça, puisque vous savez qu'on ne peut pas emmener théoriquement des choses à manger, même si on a la possibilité aujourd'hui d'emmener des biberons, mais ce n'était pas prévu au départ. Manger, on peut avoir une problématique là-dessus par rapport aux enfants qui arrivent au parloir, qui arrivent à l'accueil des familles, qui ont faim, qui n'ont pas pu manger, parce qu'en fonction des horaires, etc., les choses sont compliquées. Éliminer aussi, ça a l'air banal et puis un peu trivial, mais c'est quand même une problématique que peuvent ressentir les enfants au parloir où ils n'ont pas forcément accès à des toilettes. Et on voit des enfants, par exemple, de 2-3 ans à qui on remet des couches pour qu'ils puissent aller au parloir. Et c'est des choses aussi peut-être à prévoir par rapport à l'accueil des familles. Dormir, bah oui, il y a encore des enfants qui font la sieste, par exemple, quand ils sont jeunes. Et être déstructuré par rapport à sa sieste, ça ne rend pas les choses forcément très agréables au parloir. On peut imaginer aussi qu'il y a des enfants qui font des longs trajets pour venir au parloir et qui pourraient être déstructurés par rapport à leurs besoins de sommeil de la nuit. Voilà. Bouger, évidemment, est un gros souci parce que les parloirs ne sont pas des endroits où on peut bouger librement. C'est un peu le principe de la détention. Et même dans l'accueil, alors les accueils de famille, ça va dépendre aussi comment les choses sont prévues. Il y a beaucoup d'accueils de famille, heureusement, avec un petit espace à l'extérieur qui permet à l'enfant de bouger. Mais c'est une nécessité aussi physiologique. Et on s'en est bien rendu compte avec les confinements où les gens sont beaucoup sortis justement pour bouger, se rendant compte peut-être de cette nécessité le jour où on leur disait que c'était plus possible de le faire. Donc, dans la dimension de l'accueil de l'enfant, je pense que ne pas négliger les besoins physiologiques, c'est vraiment nécessaire.
Sur le besoin de stimulation sensorielle et intellectuelle. Alors, c'est un besoin que tous les humains ont. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous êtes devant votre écran à faire de la formation pour la nécessité de la stimulation intellectuelle. Donc, dès leur naissance, les enfants, ils ont besoin d'être stimulés. Alors, notamment, ce que j'ai mis entre parenthèses, un holding, handling et object presenting. Ça, c'est 3 éléments développés par le pédopsychiatre qui s'appelait Winnicott, un pédopsychiatre anglais, qui dit que dès leur naissance, hein, les enfants ont besoin de ça. Donc, le holding, c'est le fait d'être pris dans les bras, d'être touché, d'être contenu. Handling, c'est le fait d'être manipulé, donc touché pour faire l'échange, porté, voilà. Et object presenting, c'est le fait de présenter des objets à des enfants et notamment pour leur dire « Oh, regarde, tu vois, oh, voilà, c'est des clés là que je suis en train d'agiter. » Enfin, voilà, pour stimuler l'enfant et puis rentrer en communication à propos d'objets et apprendre à parler, etc. etc. Alors, le cerveau ne se développe bien que quand il est suffisamment stimulé. Il ne faut pas qu'il soit surstimulé non plus, mais un minimum de stimulation est absolument nécessaire. Et il faut que l'enfant vive dans un environnement qui offre des stimulations sensorielles et intellectuelles variées. Or, ce que moi je crains fort par rapport à des enfants jeunes, par exemple, qui font beaucoup d'allers-retours au parloir 3 fois par semaine avec leur mère, etc., c'est que l'enfant, finalement, il suit les parents, suit la mère, et je ne suis pas sûre que les besoins de stimulation sensorielle et intellectuelle soient vraiment satisfaits, puisque, en fait, on va avoir beaucoup de routine, beaucoup de répétitions et pas forcément extrêmement nourrissant, j'allais dire, pour le cerveau. Hein, le fait de passer du temps assez long dans des poussettes, dans des transports en commun, attendre au parloir, attendre pour sortir du parloir, attendre à l'accueil. Enfin, tous ces moments-là, est-ce que c'est vraiment suffisamment stimulant effectivement pour l'enfant? Je ne sais pas si on continuera à avoir autant, ou si on continue autant à avoir autant d'enfants d'âge maternel au parloir, parce que maintenant la maternelle est devenue obligatoire. Voilà, mais sinon, on en voyait quand même beaucoup et la question qu'on pouvait se poser, c'est est-ce que ça répond vraiment à leurs besoins par rapport à leurs besoins de stimulation sensorielle et intellectuelle. Besoin de reconnaissance, là aussi, c'est un besoin qu'on partage avec les enfants. Le besoin de reconnaissance, c'est le besoin de se sentir reconnu par l'autre, qui, dans son regard, vous dit bah oui, tu existes, et donc je me dis oui, j'existe, puisque l'autre me reconnaît et l'autre me voit. Donc, on a ça chez les adultes, par exemple, vous vous rendez bien compte que si tous les matins, vous allez chercher votre pain à la même heure et que vous rencontrez quelqu'un qui revient de la boulangerie à la même heure et qu'au bout de 2-3 fois, vous la reconnaissez, justement, bah, vous allez lui faire un petit signe de tête qui dit bah, « Tiens, je vous reconnais. » En fait, ça veut dire que vous n'êtes pas transparent. Je vous ai vu et je vous reconnais. Et donc, au bout d'un certain temps, on va finir par dire bonjour aux gens. Voilà. L'inverse du besoin, l'inverse de la reconnaissance, c'est pas la reconnaissance négative, c'est l'indifférence. Et l'indifférence, c'est un des trucs les pires, c'est-à-dire être transparent, ne pas exister, être ignoré. Ce que les jeunes disent aujourd'hui en disant il m'a pas calculé ou je le calcule pas, c'est-à-dire voilà, il n'est pas sur mon radar, voilà, il n'existe pas. Pour les enfants, et pour les adultes aussi, mais évidemment spécifiquement pour les enfants, parce que les enfants ne sont pas en capacité d'avoir un raisonnement et une élaboration mentale par rapport à ça, et bien la différence est extrêmement compliquée. Les signes de reconnaissance, j'allais dire positifs, hein, dont les enfants ont besoin, mais comme les adultes finalement, c'est ben voilà, des mots doux, des gestes, un toucher affectueux, des cadeaux, les salaires, ça c'est pour les adultes, des compliments, une attention relationnelle, c'est-à-dire vous êtes avec quelqu'un et en fait vous vous rendez compte que vous lui parlez, mais qu'en plus il vous écoute. C'est ça l'attention relationnelle. Le fait aussi, par exemple, d'avoir des gens qui connaissent votre nom. Hein. Par exemple, je ne sais pas moi, vous allez chez votre boulanger qui vous appelle par votre nom, ou chez votre opticien, ah, bonjour madame machin. Ça aussi, en fait, hein, c'est un signe de reconnaissance. Hein. Ça veut dire qu'on existe en tant que personne. Je pense que l'enfant, il a absolument besoin de ça. Or, il est souvent un paquet, enfin, un appendice à la famille qu'on traîne partout. Et la question, c'est est-ce que lui, on le regarde? Est-ce que lui, on est attentif, hein? On sait que le manque de signes de reconnaissance amène à de la dépression chez les enfants bébés. Hein. Il y a eu des études dans les années 40-50 hein, sur l'hospitalisme qui fait qu'en fait, les enfants ne recevant pas assez de signes d'affection en fait, finissent par être dépressifs et voire même dans les études de Spitz, se laisser mourir. Quoi. Voilà, donc là, on n'en est certainement pas à ce niveau-là, mais bien sûr que pour les enfants, psychologiquement, c'est extrêmement difficile.
Faut savoir aussi que si on ne reçoit pas assez de signes de reconnaissance positive, c'est-à-dire si on n'est pas vu, eh ben, on va aller chercher de la réaction des autres, c'est-à-dire on va aller chercher des signes négatifs, c'est-à-dire faire des bêtises, parce que c'est mieux que rien, parce que piquer une crise, parce que dévaster une étagère où il y a des livres, parce que voilà, c'est au moins obliger l'autre à nous regarder. Donc ça peut expliquer aussi des fois certains comportements qu'on voit. Et pour finir, le besoin de structure, ça aussi c'est un besoin extrêmement important aussi pour les adultes, puisque c'est le besoin d'avoir un environnement prévisible. Environnement prévisible, ça veut dire je sais où je suis, et je sais où je vais et je sais comment je dois me comporter. Et ça, c'est extrêmement rassurant. Si dans votre vie aussi, vous êtes allé, je sais pas moi, dans des pays étrangers, genre, on va imaginer inviter un mariage, et puis en fait, les coutumes sont complètement différentes, et ben, on est très très mal à l'aise, et donc on demande aux gens comment on est censé se comporter. Et hop, là, on est rassuré. Les gens qui connaissent le chômage, par exemple, des périodes de chômage où on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer, bah là, c'est pareil, on est bon, au-delà du manque d'argent ou de l'angoisse de comment on va payer ses factures, en fait, c'est mais de quoi demain sera fait. Et petit à petit, d'ailleurs, on voit les gens qui se déstructurent si ça dure trop longtemps, parce que c'est plus la peine de faire une chose aujourd'hui, puisque je peux la faire demain. Et donc, c'est pas la peine que je me couche ce soir, puisque je n'ai pas besoin de me lever demain. Et petit à petit, bah, en fait, on est dans des choses angoissantes, et voilà, donc prenez le confinement, par exemple, la situation avec le Covid en ce moment. Une partie de ce qui est très, très anxiogène, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer, et on ne sait pas comment ça va se terminer, et cette incertitude est absolument insupportable pour des tas de gens. Le premier confinement aussi, on sait bien qu'on nous a donné d'abord 15 jours de confinement, et puis ensuite un mois, et puis ensuite un mois et demi, parce qu'en fait, certainement, les politiques étaient dans l'incertitude, et puis parce qu'il fallait donner une date pour que ce ne soit pas insupportable pour les gens. Voilà. Mais les gens trouvent insupportable de ne pas savoir est-ce que je vais pouvoir réserver mes vacances au ski, ou est-ce que je vais pouvoir réserver mes vacances, et est-ce que ça vaut le coup de… Voilà. Donc, le besoin de structure, c'est à la fois un environnement qui est prévisible dans l'espace, c'est-à-dire en fait, je dois savoir où j'ai le droit d'aller ou pas, où j'ai pas le droit d'aller, parce qu'en fait, les endroits où j'ai le droit d'aller, c'est les endroits où peut-être je suis en sécurité, et là où j'ai pas le droit d'aller, il y a de l'insécurité. Et puis ça évite de faire des fautes, j'allais dire sociales. Vous avez tous appris très certainement que quand vous êtes invité chez des gens, oui, vous avez le droit d'aller dans le salon, très certainement vous avez accès aux toilettes, et peut-être à la cuisine, mais très certainement pas à la chambre à coucher. Et voilà, ça c'est en fait c'est des choses sociales qui permettent de savoir comment je me comporte. Voilà. L'environnement prévisible dans le temps, ça, voilà, je viens de le décrire. Et puis, dans le fonctionnement, c'est-à-dire dans les règles de vie, de comment on se comporte, ça aussi, c'est important de savoir comment on se comporte. Par exemple, on sait que si on dit bonjour monsieur, bonjour madame, on ne peut pas se tromper. Voilà. Serrer la main à quelqu'un, on ne peut pas se tromper. Donc, on ne peut pas se retrouver en difficulté. Pour l'enfant aussi, le besoin de structure, c'est important, parce que la structure, c'est des repères, et ça montre à l'enfant qu'il y a quelqu'un qui est en charge de la situation et qui a un pilote dans l'avion. Et donc, quand on va donner des repères à l'enfant, lui aussi, pour lui, c'est rassurant. Le manque de repères est totalement angoissant. Pour les enfants comme pour les adultes, bien sûr, mais évidemment, l'enfant, lui, il n'a pas la capacité forcément à raisonner pour s'auto-rassurer. Et face à l'épreuve de l'incarcération, évidemment, qui est très angoissante pour les adultes, puisque du coup, il n'y a pas de structure, on ne sait pas si quelqu'un vient d'être arrêté, on ne sait pas combien de temps il va rester, on ne sait pas quand est-ce qu'il va passer en jugement, etc., etc. Et donc, tout d'un coup, tout devient mou, voilà, on ne sait pas. Et si c'est angoissant pour les enfants, pour les parents, c'est bien évidemment très angoissant pour les enfants. Donc, donner de la structure, c'est donner des repères, c'est protéger contre l'angoisse, et c'est montrer aussi à l'enfant que c'est l'adulte qui gère. Voilà. Par rapport au parloir et par rapport à l'accueil des familles, bien sûr que là aussi, il y a des angoisses particulières, parce que le monde carcéral est en environnement particulier, avec des espaces particuliers dans lesquels on n'a pas appris à se comporter. Le fonctionnement de la pénitentiaire est un fonctionnement particulier, qui ensuite fait, en plus que d'une prison à l'autre, les fonctionnements peuvent être légèrement différents ou totalement différents, même si ça ne devrait pas. Donc, déjà, les adultes ont du mal à trouver leurs repères, et donc les enfants ont besoin d'adultes pour leur indiquer les repères. Donc, importance de ce besoin de structure, de l'espace, du temps, du fonctionnement. Et je citerai juste par rapport à la structuration du temps, c'est que quand j'avais 5 ans, je me suis fait opérer des amygdales, ça date.
Et j'avais de la chance parce que moi, j'avais une mère hein, qui m'avait dit que j'allais aller me faire opérer. Mais il y avait d'autres enfants qui découvraient en arrivant à l'hôpital qu'en fait, on allait les opérer. Aujourd'hui, on ne fait plus des choses comme ça, hein, c'est-à-dire mettre les enfants devant un fait accompli. Ah bah, on avait oublié de te le dire, mais aujourd'hui, tu vas te faire opérer. En fait, c'est hyper angoissant d'être mis devant un fait accompli, de ne pas savoir ce qui va se passer. Aujourd'hui, bah, les enfants, on leur explique, tu vas te faire opérer, ils rencontrent le chirurgien, on leur fait des petits dessins pour leur dire, bah, voilà ce qui va se passer, on leur explique comment on va les endormir, on leur montre le masque. Et tout ça, ça donne des repères et c'est rassurant. Voilà. Donc voilà sur des généralités sur les besoins de l'enfant et je me servirai de ça dans les autres vidéos pour expliquer, pour vous expliquer notamment voilà pourquoi est-ce qu'on doit emmener les enfants au parloir, où est-ce qu'on doit le faire d'ailleurs, l'enfant au parloir, comment est-ce qu'on peut accueillir du mieux possible l'enfant à l'accueil des familles. Et puis sur ma dernière vidéo sur les secrets et comment on peut aider les familles par rapport à la réalité de l'incarcération. Je vous invite maintenant à répondre aux premières questions sur cette vidéo pour que nous ayons des éléments de discussion pour cet après-midi. Voilà.